Leur lit était garni de rideaux en soie verte. J'aperçus un grand buffet, marqueté d'ébène, une table en bois blanc que l'on avait poussée contre les fenêtres et les chaises en cuir espagnol. Là encore, ce furent les tableaux qui retinrent mon attention. Il y en avait davantage sur les murs de cette pièce que nulle part ailleurs. J'en comptai 19. Il s'agissait surtout de portraits de membres des deux familles. On voyait aussi un tableau de la Vierge Marie et un autre représentant l'adoration des mages. Je les regardai, non sans un certain malaise. Et maintenant, passons à l'étage. Tanuki me devança pour grimper les marches raides, puis elle mit un doigt sur ses lèvres. Je la suivis en faisant le moins de bruit possible. Une fois là-haut, je regardai autour de moi, et je remarquai la porte fermée. Derrière cette porte, c'était le silence. Ce silence, je le savais, c'était lui. Je restai là, les yeux rivés à la porte, n'osant bouger de peur qu'elle ne s'ouvre et qu'il ne sorte. Tanuki se pencha vers moi en murmurant « C'est ici que tu feras le ménage. La jeune maîtresse t'expliquera plus tard. » Ces pièces-là, vois-tu, ajouta-t-elle en désignant du doigt des portes à l'arrière de la maison, ce sont les chambres de ma maîtresse. Je suis la seule à y pénétrer pour en faire le ménage. Nous descendîmes sur la pointe des pieds. De retour à la buanderie, Tanuki me dit « Tu devras faire la lessive de toute la maison. » Elle me montra un morceau de vêtement. De toute évidence, j'aurais du mal à rattraper le retard accumulé pour la lessive. Il y a une citerne dans la cuisine, mais mieux vaut que tu ailles au canal chercher l'eau. Elle est à peu près propre par ici. Tanuki lui demandai-je tout bas. Vous faisiez ça toute seule? La cuisine, le ménage, la lessive de toute la maison? J'avais choisi les mots qu'il fallait. Et aussi une partie des courses. Tanuki se rengorgeait de son propre zèle. En général, la jeune maîtresse les fait presque toutes. Mais quand elle est enceinte, elle ne mange plus ni viande ni poisson cru. Et c'est souvent, ajouta-t-elle en un murmure. Tu devras donc te rendre au marché pour acheter la viande et le poisson. Ce sera une autre de tes tâches. Là-dessus, elle me laissa à la lessive. Avec moi, nous étions 10 à la maison, dont un bébé qui se salissait plus que nous tous. Chaque jour, je devrais faire la lessive. L'eau et le savon me crevasseraient les mains. J'aurais le visage tout rouge à force de me pencher au-dessus de la lessiveuse bouillonnante. J'aurais les bras brûlés par le fer à repasser. Mais j'étais nouvelle et jeune. Aussi devais-je m'attendre à ce que l'on me donne les tâches les plus dures. Le linge devrait tremper pendant une journée avant que je puisse le laver. Dans le débarras par lequel on accédait à la cave, je trouvai les 2 brocs en étain et une bouilloire en cuivre. Je pris les brocs et suivis le long couloir jusqu'à l'entrée de la maison. Les fillettes étaient toujours assises sur le banc. C'était au tour de Lisbeth de souffler les bulles de savon, car Maërtje donnait au jeune Jonas du pain trempé dans du lait. Cornelia et Adélis couraient après les bulles. En me voyant, toutes s'arrêtèrent et me regardèrent non sans certaine curiosité. « Vous êtes la nouvelle servante ?» déclara la rouquine. « Oui, Cornelia. » Cornelia ramassa un caillou et le lança. Il traversa la rue et alla finir sa course dans le canal. Elle avait les bras tout griffés. Elle avait sans aucun doute taquiné un chat de la maison. « Où allez-vous dormir, Sanky Marge ?» en essuyant ses doigts pleins de bouillie sur son tablier. « À la cave. »« Nous aimons bien la cave, » dit Cornelia. « Tiens, si nous allions y jouer ?» Elle se précipita dans la maison, mais n'alla pas bien loin. Voyant que personne ne la suivait, elle revint vers nous, l'air mécontent. « Allez, 10 !» dis-je en tendant la main à la Benjamine. « Pourriez-vous me montrer à quel endroit je peux descendre, chercher de l'eau au canal ?» Elle me prit la main, leva la tête et me regarda.
Ses yeux gris brillaient comme 2 pièces de monnaie. Nous traversâmes la rue. Cornelia et Lisbeth nous suivaient. Et Lydis m'amena à un escalier qui descendait jusqu'à l'eau. Tandis que nous nous penchions pour repérer l'endroit, je serais bien fort à sa main. Comme je serrais jadis celle de Franz et d'Agnès, dès que nous étions près de l'eau. « Ne vous approchez pas du bord !» ordonnai-je. Obéissante, Lydis recula. Cornelia, elle, me suivit, alors que je descendais les brocs. « Franchement, Cornelia, vous avez l'intention de m'aider à porter les brocs d'eau ? Sinon, allez rejoindre vos sœurs. » Elle me regarda, puis elle commit une erreur fatale. Si elle avait haussé les épaules ou si elle avait hurlé « Passe encore !» j'aurais su que je l'avais matée. Mais elle se mit à rire. Je tendis la main et la giflai. Son visage devint écarlate, mais elle ne pleura pas. Elle remonta les marches en courant. Lydis et Lisbeth me regardèrent l'air grave. J'eus alors le pressentiment qu'il en serait de même avec sa mère, à la seule différence qu'elle, je ne pourrais pas la gifler. Je remplis les brocs et les rapportai en haut des marches. Cornelia s'était éclipsée. Marge était toujours assise avec Johann. J'emportai un des brocs à la cuisine, où j'allumai un feu. Puis, je remplis la bouilloire en cuivre et la mis à chauffer. Quand je revins, Cornelia avait réapparu. Son visage était encore rouge. Ses sœurs et elle jouaient avec des toupies sur les dalles grises et blanches. Aucune ne leva la tête pour me regarder. Le broc que j'avais laissé n'était plus là. Je l'aperçus qui flottait, retournait à la hauteur des marches, tout juste hors de ma portée. « Oui, vous me donnerez du fil à retordre, murmurai-je. Je cherchai en vain un bâton pour me permettre de récupérer le broc. Je remplis à nouveau l'autre, le rapportai à l'intérieur, détournant la tête pour que les fillettes ne voient pas mon visage. Je le posai sur le feu, à côté de la bouilloire, puis je ressortis, cette fois avec un balai. Cornelia lançait des pierres sur le broc, sans doute dans l'espoir de le faire couler. « Je vous giflerai encore une fois si vous n'arrêtez pas ça. Et moi, je le dirai à notre mère. Les servantes n'ont pas le droit de nous gifler. » Cornelia lança un autre caillou. « Vous voulez que j'aille raconter à votre grand-mère ce que vous avez fait ?» Le visage de Cornelia refléta une certaine crainte. Elle lâcha les cailloux. Un chaland arrivait sur le canal. Il se dirigeait vers l'hôtel de ville. Je reconnus l'homme qui le guidait. Je l'avais croisé plus tôt ce matin-là. Déchargé de ses briques, le chaland flottait beaucoup plus haut. L'homme sourit en m'apercevant. Je rougis. « S'il vous plaît, monsieur, commençai-je. Pourriez-vous m'aider à récupérer ce broc ? Tiens, tu me regardes maintenant que tu as besoin de moi ? En voilà un changement. » Cornelia m'observait avec curiosité. Je ravalai mon orgueil. « Je n'arrive pas à l'atteindre. Peut-être que vous pourriez... » L'homme se pencha, repêcha le broc, le vida et me le tendit. Je descendis les marches en courant pour le prendre. « Oh, merci, je vous suis tellement reconnaissante. » Il ne le lâcha pas. « Est-ce que tout ça me... Et tout ça... » Je reprends. « Est-ce tout ce que cela me vaut ? Même pas un baiser ?» L'homme me saisit par la manche d'un geste vif. Je lui arrachai le broc. « Pas cette fois, lançai-je, d'un ton aussi désinvolte que je pouvais, ce genre de conversation n'étant pas mon fort. Il se mit à rire. « Chaque fois que je passerai par ici, je guetterai les brocs à la dérive. N'est-ce pas, ma petite demoiselle ?» Il adressa un clin d'œil à Cornelia. Les brocs et les baisers. D'un coup de gaffe, il éloigna le bateau. En remontant les marches menant à la rue, je crus entrevoir un mouvement à l'étage. Derrière la fenêtre centrale, celle de la pièce où il se tenait. Je regardai avec attention, mais je vis rien d'autre que le reflet d'un coin de ciel. Katharina revint au moment où je dépendais le linge qui séchait dans la cour. J'entendis d'abord ses clés tinter dans le couloir. Réunies en un important trousseau, celle-ci pendait au-dessus de sa taille, rebondissant contre sa hanche. Si peu confortable cela fut-il, elle les portait avec grande fierté. Je l'entendis dans la cuisine,
donnait des ordres à Taneki et aux jeunes garçons qui avaient rapporté les courses. Elle leur parlait d'un ton cassant. Je continuais à dépendre et à plier les draps. Serviettes, thé d'oreiller, chemises, chemisiers, tabliers, mouchoirs, cols et coiffes. Ils avaient été accrochés sans soin, entassés les uns contre les autres. Aussi étaient-ils encore humides par endroits. On ne les avait pas secoués avant de les accrocher. D'où les nombreux faux plis. Il me faudrait repasser pendant toute la journée, ou presque si je voulais que le linge soit présentable. Katharina apparut sur le seuil. Elle avait chaud, et paraissait lasse, bien que le soleil ne fût pas encore très fort. Son chemisier ressortait de sa robe bleue, et son peignoir vert était tout froissé. Ses mèches blondes étaient plus folles que jamais, d'autant qu'elle ne portait pas de coiffe pour les dompter. Ses boucles se rebellaient contre les peignes qui les retenaient en un chignon. À la voir, on aurait dit qu'elle avait besoin d'aller s'asseoir un moment au bord du canal afin que la vue de l'eau l'apaise et la rafraîchisse. Je ne savais pas comment me comporter à son égard. Je n'avais jamais été servante, et nous n'en avions jamais eu chez nous. Il n'y en avait pas non plus dans notre rue, personne n'ayant les moyens de s'en offrir une. Je rangeai le linge dans une corbeille au fur et à mesure que je le pliais, puis je la saluai. « Bonjour, madame !» Elle fronça les sourcils. Je compris que je n'aurais pas dû la laisser parler la première. Il me faudrait être sur mes gardes. « Taneki vous a montré la maison ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. »« Très bien, vous savez donc quelles sont vos tâches. Je compte sur vous pour que vous en acquittiez. » Elle hésitait, comme si elle ne trouvait pas ses mots. Il me vint alors à l'esprit qu'elle n'en savait guère plus long sur mon rôle de maîtresse, son rôle de maîtresse que moi sur mon rôle de servante. Sans doute que Taneki avait-elle été formée par Mariatine, dont elle avait sûrement encore les ordres sans tenir compte de ce que Katrina pouvait lui dire. Je devrais l'aider sans en avoir l'air. Taneki m'a expliqué qu'en dehors de la lessive, vous souhaitiez que j'aille chaque jour acheter la viande et le poisson, madame, insinuai-je discrètement. Le visage de Katrina s'éclaira. Oui, elle vous emmènera au marché sitôt la lessive terminée. Par la suite, vous vous y rendrez seule, et vous ferez d'autres courses pour moi quand j'en aurai besoin, ajouta-t-elle. Oui, madame. J'attendis un instant, voyant qu'elle se taisait. Je tendis le bras pour décrocher une chemise d'homme en lin. Katharina regarda la chemise. Demain, je vous montrerai les pièces du haut, dont vous devrez faire le ménage. De bonne heure. Ce sera votre première tâche de la matinée, dit-elle, tandis que je pliais la chemise. Là-dessus, elle disparut dans la maison, sans me laisser le temps de lui répondre. Après avoir rentré le linge, je pris le fer, le nettoyai et le mis à chauffer sur le poêle. À peine avais-je commencé à repasser que Taneki arrivait et me tendit un panier pour faire les courses. « Nous allons de ce pas chez le boucher, » annonça-t-elle. « Je vais avoir besoin de la viande. » Je l'avais entendu s'affairer à la cuisine, et j'avais perçu une odeur de pané en train de cuire. Katharina était assise sur le banc, devant la maison. Lisbeth était à ses pieds, sur un tabouret. Johanne dormait dans son berceau. Elle peignit les cheveux de Lisbeth et en retirait les poux. Cornelia et Alédis cousaient auprès d'elle. « Non, Alédis, disait Katharina, tire bien le fil, c'est trop lâche. Montre-lui, Cornelia. » Je n'aurais pas cru qu'étant ensemble, elles puissent être aussi calmes. Merde accourut du canal. « Vous allez chez le boucher ? Dites maman, je peux les accompagner ? Si tu promets de rester avec Taneki et de lui obéir. » J'étais contente que Maerge vienne avec nous. Taneki se méfie encore de moi, mais la joie de vivre et la vivacité de Maerge nous aideraient à développer un rapport d'amitié. Je demandai à Taneki depuis combien de temps elle était au service de Mariasine. « Oh, depuis des années, répondit-elle. Quelques années avant que notre jeune maître se marie et vienne habiter ici avec son épouse.
Quand j'ai commencé, je n'étais pas plus âgé que toi. Quel âge as-tu ? 16 ans. Eh bien moi, j'ai débuté ici à l'âge de 14 ans, rétorqua Kataneki, l'air triomphant. J'ai passé la moitié de ma vie à travailler ici. À sa place, je n'en serais jamais vanté. Son travail l'avait à ce point usé qu'on lui donnait davantage que ses 28 ans. Le marché à la viande se trouvait derrière l'hôtel de ville, au sud, puis à l'ouest de la place du marché. Il comprenait 32 étals. Delphes comptant 32 bouchers depuis des générations, ils grouillaient de ménagères et de servantes en train de choisir, de marchander et d'acheter pour leur famille, tandis que les hommes allaient et venaient transportant des carcasses. De la sueur avait été répandue sur le sol pour absorber le sang. Elle collait aux semelles et aux ourlets des robes. Il y traînait une odeur de sang qui me donnait le frisson. J'aurais pourtant dû y être habituée, car à une époque je m'y rendais chaque semaine. J'étais malgré tout heureuse de me retrouver dans des lieux familiers. En me voyant passer devant son étal, le boucher dont nous étions clients avant l'accident survenu à mon père m'appela. Je lui souris, soulagée de percevoir un visage connu. C'était là mon premier sourire de la journée. Il était étrange, en une seule matinée, de rencontrer autant d'inconnus, et de devoir faire face à autant de nouveautés, et cela en dehors de l'univers qui jusque-là était ma vie. Autrefois, toute nouvelle rencontre se passait en présence de ma famille et des voisins. Si je devais m'aventurer quelque part, c'était en compagnie de Franz ou de mes parents. Aussi me sentais-je en sécurité. Le neuf et l'ancien croisaient leurs trames, comme dans la reprise d'une chaussette. Au début de son apprentissage, Franz me confia qu'il avait failli s'enfuir, non que le travail fût trop pénible, mais parce qu'il ne pouvait plus supporter pareil des paysans. Ce qui l'avait retenu avait été de se dire que notre père avait investi toutes ses économies dans son apprentissage, et qu'il l'aurait renvoyé sur le champ chez son maître s'il était rentré à la maison. Qui plus est, il se serait senti encore plus désemparé s'il était allé ailleurs. « Je viendrai vous voir quand je serai seul, murmurai-je au boucher, avant de me hâter de rejoindre Tanuki et Merge. Elle s'était arrêtée à un étal situé un peu plus loin. Ce boucher-là était un bel homme, boucles blondes grisonnantes, aux yeux bleus et vifs. « Peter, je vous présente Griette, dit Tanuki. À l'avenir, c'est elle qui viendra acheter la viande. Vous mettrez ça sur notre compte comme d'habitude. » J'essayai de garder les yeux sur son visage, mais je ne pus m'empêcher de remarquer son tablier, éclaboussé de sang. Notre boucher, lui, avait toujours un tablier propre lorsqu'il vendait, en changeant sitôt qu'il était taché. « Ah !» Peter m'examinait comme si j'étais un poulet dodu qu'il envisageait de rôtir. « Alors, Griette, qu'aimerais-tu aujourd'hui ?» Je me tournai vers Tanuki. 4 livres de côtelettes et 1 livre de langue, ordonna-t-elle. Peter sourit. « Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous » demanda-t-il à Marge. « N'est-ce pas que je vends la meilleure viande de Delphes ?» Marge approuva de la tête et se mit à rire en contemplant l'étalage de rôtis, côtelettes, langue, pieds de porc et saucisses. « Vois-tu, Griette, tu t'apercevras que j'ai la meilleure viande et aussi les balances les plus honnêtes de tout le marché, dit Peter, en pesant la langue de bœuf. Tu n'auras pas à te plaindre de moi. Je regardai son tablier et me retins de lui répondre. Peter mit dans mon seau les côtelettes et la langue. Il m'adressa un clin d'œil et passa au client suivant. Nous nous rendîmes ensuite au marché, aux poissons. Des mouettes planaient au-dessus des étals, guettant les têtes et les viscères de poissons que les poissonniers jetaient dans le canal. Tanuki me présentait à leur poissonnier différent du nôtre, lui aussi. Je devais faire alterner chaque jour viande et poisson. Lorsque nous repartîmes du marché, je n'avais aucune envie de retourner chez eux, de retrouver Katharina, les enfants sur le banc. Je voulais rentrer chez nous, surprendre ma mère dans sa cuisine
et lui donner le seau rempli de côtelettes. Nous n'avions pas mangé de viande depuis des mois. À notre retour, Katharina peignait les cheveux de Cornelia. Elles ne prêtèrent pas attention à moi. J'aidai Taneki à préparer le repas. Je retournais la viande sur le grill. J'allais chercher les couverts, assiettes et verres pour mettre la table. Dans la grande salle, je coupais le pain. Le repas prêt, les enfants rentrèrent. Merge rejoignait Taneki à la cuisine, tandis que les autres s'asseyaient dans la grande salle. Je venais de mettre la langue dans le garde-manger situé dans une remise. Taneki l'ayant laissé dehors, un chat avait failli s'y intéresser. Quand il apparut, venant du dehors, dans l'embrasure de la porte, au fond du long couloir, coiffé de son chapeau et vêtu de sa houppelande, je demeurai immobile. Il s'arrêta. L'effet du contre-jour m'empêchait de voir son visage. Je ne pouvais savoir si c'était moi qu'il regardait. Au bout d'un moment, il disparut dans la grande salle. Tanaki et Merge servirent le repas, tandis que je m'occupais du bébé dans la salle de crucifixion. Le service terminé, Tanuki me rejoignit. Nous eûmes droit au même repas que la famille. Des côtelettes, des panais, du pain et de la bière. Même si la viande de Peter n'était pas meilleure que celle de notre boucher, j'en appréciais le goût, après m'être passé si longtemps. Ici, nous avions droit à du pain de seigle au lieu de ce pain brun bon marché que nous avions à la maison. Quant à la bière, elle était moins allongée d'eau. N'ayant pas servi à table, je ne le vis pas. De temps à autre, sa voix me parvenait, en général après celle de Marie-Hyacinthe. À leur ton, il était clair qu'ils s'entendaient bien. Après avoir débarrassé la table, Taneki et moi passâmes la serpillière à la cuisine et dans les remises. Les murs de la cuisine et de la buanderie étaient peints en blanc. La cheminée était recouverte de carreaux bleus et blancs en faïence de Delft, représentant d'un côté des oiseaux, d'un autre des bateaux, et un peu plus loin des soldats. Je les étudiais de près. Aucun n'avait été peint par mon père. Je repassais presque toute la journée dans la buanderie, m'arrêtant pour ranimer le feu, pour aller chercher du bois ou pour mettre le nez dans la cour, en quête d'une bouffée d'air frais. Les filles jouaient tant au dehors qu'au dedans, en rentrant à l'occasion pour me regarder repasser ou pour attiser le feu, ou même me taquiner. Pour taquiner Taneki, qu'elles avaient surprise en train de somnoler à la cuisine tandis que Johan rampait à ses pieds. Je ne les sentais pas encore très à l'aise avec moi. Peut-être avait-elle peur que je les gifle. Cornelia me regardait d'un œil noir. Elle ne s'attarda pas dans la buanderie. Merge et Lisbeth prirent le linge que j'avais repassé et le rangèrent dans le placard de la grande salle où leur mère faisait la sieste. Le mois avant l'arrivée du bébé, elle passera la plus grande partie de ses journées au lit, soutenue par des oreillers, me confia Taniki. Marie-Hyacinthe s'était montée dans cet appartement après le repas. À un moment, toutefois, je l'entendis dans le couloir. Je levai la tête. Elle m'observait depuis l'entrée. Elle ne dit rien. Je me remis donc à repasser, ignorant sa présence. Un peu plus tard, je l'entrevis qui saluait quelqu'un de la tête, avant de s'éloigner d'un pas traînant. Il avait un visiteur. Je perçus 2 voix d'hommes dans l'escalier. Plus tard, les entendant redescendre, je glissai un coup d'œil par la porte entrebâillée, pour les voir sortir. L'homme qui était avec lui avait la mine replète, et il portait une grande plume blanche à son chapeau. À la tombée de la nuit, nous allumâmes des chandelles. Taniki et moi partageâmes pain, fromage et bière avec les enfants dans la pièce de la crucifixion, tandis que les autres mangeaient de la langue dans la grande salle. Je pris soin de m'asseoir le dos tourné au tableau. J'étais si lasse que j'avais du mal à penser.
Chez mes parents, même si la besogne était dure, elle n'était pas aussi épuisante que dans une maison étrangère, où tout était nouveau pour moi, où j'étais contrainte d'être sur mes gardes et ne pouvais me détendre. Chez nous, je pouvais rire avec ma mère, Agnès ou Franz. Ici, il n'y avait personne avec qui je puisse rire. Je n'étais pas encore descendue à la cave, où je devais dormir. Je pris une bougie, mais trop épuisée sur ce soir-là pour explorer les lieux. Je me contentai de trouver le lit, un oreiller et une couverture, ayant laissé la porte de la trappe ouverte pour avoir un peu d'air frais. J'enlevai mes chaussures, ma coiffe, mon tablier et ma robe, récitai rapidement mes prières et me couchai. J'allais me souffler la bougie quand je remarquai le tableau accroché au pied de mon lit. Je me rassis, cette fois bien réveillée. Il s'agissait d'un autre tableau du Christ en croix, de plus petite dimension que celui qui était là-haut. Il était encore plus troublant. Dans sa souffrance, le Christ avait rejeté la tête en arrière, et les yeux de Marie-Madeleine étaient révulsés. Je me couchai, mal à l'aise, incapable d'en détacher mon regard. Je ne me voyais pas dormant dans cette pièce avec ce tableau. J'aurais voulu le décrocher, mais je n'osais pas. À la fin, j'éteignis la bougie, ne pouvant me permettre de gaspiller des bougies en cette première journée chez mes nouveaux maîtres. Je me recouchai, les yeux rivés sur l'endroit où je savais que le tableau était accroché. Épuisée comme je l'étais, je passai une mauvaise nuit. Je me réveillais souvent, cherchant le tableau du regard, même si je ne pouvais rien voir sur le mur. Le moindre détail demeurait gravé dans mon esprit. Le jour commençant à pointer, le tableau réapparut. J'eus alors la certitude que la Vierge Marie me regardait. En me levant ce matin-là, je m'efforçai de détourner mon regard du tableau et d'étudier plutôt ce que renfermait la cave, à la faveur du demi-jour qui se glissait par la fenêtre du débarras au-dessus de moi. Il n'y avait pas grand-chose à voir en dehors de quelques chaises recouvertes de tapisseries empilées les unes sur les autres, d'autres sièges mal en point, d'un miroir et de 2 autres tableaux de nature morte adossés au mur. Quelqu'un le remarquerait-il si je remplaçais la crucifixion par une nature morte? Cornélie à coup sûr. Et elle irait le dire à sa mère. J'ignorais ce que Katharina ou aucun d'eux pensait du fait que j'étais protestante. Je tournai le dos au tableau. Je montai à l'échelle. L'une des pièces du devant me parvint le bruit des clés de Katharina. J'allais la trouver. Elle se déplaçait avec lenteur, comme si elle était encore à moitié endormie. En me voyant, elle se redressa. Elle me devança dans l'escalier. Le gravit, en prenant son temps, vit sa corpulence, s'accrochant à la rampe pour se hisser. Arrivée à l'atelier, elle chercha la clé dans son trousseau, déverrouilla la porte et l'ouvrit. La pièce était plongée dans l'obscurité, les volets étaient fermés. Je ne la devinais qu'à peine, à la faveur des stries lumineuses qui filtraient entre les lattes. Elle sentait l'huile de lin, une odeur propre et âpre qui me rappela celle des vêtements de mon père, le soir ou à son retour de la faïencerie. On aurait dit un mélange de bois et de foin frais coupé. Katharina resta sur le seuil de la porte. Je n'osais la précéder. « Allez, ouvrez les volets, ordonna-t-elle, après un silence gêné. Pas ceux de la fenêtre sur votre gauche, juste ceux de la fenêtre du milieu et de la fenêtre la plus éloignée. Et pour la fenêtre du milieu, n'ouvrez que les volets les plus du bas. Je traversai la pièce en me faufilant le long d'un chevalet et d'un siège pour atteindre la fenêtre du milieu. J'ouvris la fenêtre du bas, puis je repoussai les volets. Katharina m'épiant sur le seuil de la porte, je ne pus regarder le tableau sur le chevalet. Une table avait été poussée contre la fenêtre de droite. Une chaise avait été placée dans l'angle de la pièce, son dossier. Son siège était en cuir, repoussé à motif de fleurs jaunes et de feuilles. Ne déplacez surtout rien de ce qui est là-bas, me rappela Katharina. C'est ce qu'il est en train de peindre. Même sur la pointe des pieds, je n'aurais pu atteindre la fenêtre du dessus et les volets. Il me faudrait donc grimper sur la chaise, ce que je ne pouvais faire en sa présence. Elle me mettait mal à l'aise, à guetter ainsi depuis le pas de la porte. Que je commette la moindre erreur. Je réfléchis à la façon de m'y prendre. Le bébé me tira d'affaire. Il se mit à pleurnicher. Katharina, me voyant hésiter,
Elle perdit patience et finit par descendre s'occuper de Johan. Je me hâtai de grimper avec précaution sur le cadre en bois de la chaise. J'ouvris la fenêtre du haut, me penchai et repoussai les volets. En jetant un coup d'œil dans la rue au-dessus de moi, j'aperçus Tanuki en train de frotter les dalles devant la maison. Elle ne me vit pas, mais un chat qui la suivait à pas feutrés sur les dalles humides s'arrêta et leva le nez. J'ouvris ensuite la fenêtre et les volets du bas, et je redescendis de la chaise. Quelque chose bougea en face de moi. Je m'arrêtai, pétrifié. Le mouvement s'arrêta. C'était moi, dont un miroir accroché au mur entre deux fenêtres me renvoyait l'image. Je me regardais. J'avais l'air inquiet de quelqu'un pris en faute. Mais mon visage était baigné de lumière, ce qui me donnait un teint radieux. J'écarquillai les yeux, surprise, puis m'éloignai. Disposant d'un moment, je parcourus l'atelier du regard, spacieux et carré. La pièce était toutefois moins longue que la grande salle d'en bas. Une fois les fenêtres ouvertes, elle était lumineuse, avec aussi un mur blanchi à la chaux, et ses dalles de marbre gris et blanc disposées en croix. Une rangée de carreaux en faïence de Delphes représenta des amours protégés, le bas du mur des ardeurs de nos serpillères. Cela non plus n'était pas l'œuvre de mon père. Si spacieuse qu'elle fût, cette pièce ne contenait que peu de meubles. On remarquait le chevalet, la chaise devant la fenêtre centrale et la table devant celle de droite dans l'angle de la pièce. À côté de la chaise sur laquelle j'étais grimpée se trouvait une autre chaise près de la table. Cette dernière était en cuir non travaillé, fixée par de gros clous en cuivre. 2 têtes de lion étaient sculptées en haut des montants. Contre le mur, le plus éloigné, derrière la chaise et le chevalet, on apercevait un petit bahut sur lequel étaient disposés des pinceaux et un de ces couteaux à la lame en forme de diamant prévus pour nettoyer les palettes. À côté du buffet, un bureau disparaissait sous les papiers, les livres et les gravures. 2 autres chaises, ornées elles aussi de têtes de lion, étaient placées contre le mur, près de l'entrée. Cette pièce était en ordre, elle semblait exempte de la confusion de la vie quotidienne. On la sentait différente des autres pièces. On se serait presque cru dans une autre maison. La porte fermée, il devenait difficile d'entendre les cris des enfants, le cliquetis des clés de Katharina, le va-et-vient de nos balais sur le sol. Armée de mon balai, de mon seau d'eau et de mon chiffon à poussière, j'entrepris le ménage de l'atelier. Je commençai par le coin où avait été disposé le décor du tableau. Consciente que je ne devais rien déplacer, je m'agenouillai sur la chaise pour essuyer la fenêtre que j'avais eu tant de mal à ouvrir. J'époussetai aussi le rideau jaune qui pendait sur le côté, l'effleurant à peine pour ne pas déranger les plis. Les vitres étaient sales. Elles auraient besoin d'être lavées à l'eau chaude, mais j'ignorais si elles voulaient ou non qu'elles fussent propres. Il me faudrait poser la question à Katharina. J'époussetai ensuite les chaises, astiquai les clous en cuivre et les têtes de lion. De toute évidence, la table n'avait pas été nettoyée convenablement depuis un certain temps. Quelqu'un s'était contenté d'un bout de chiffon autour des objets, qui étaient posés au-dessus une houppette, une coupe d'étain, une lettre, un pot en céramique noire, une pièce d'étoffe bleue jetée en désordre, et dont un pan retombait sur le côté. Il faudrait les déplacer, si l'on voulait vraiment essuyer la table. Comme me l'avait dit ma mère, je devais trouver un moyen de déplacer les objets et de les remettre à leur endroit précis, donnant ainsi l'illusion que personne n'y avait jamais touché. La lettre était placée près de l'angle de la table. Si je posais le pouce le long d'un des bords du papier index sur le long de l'autre, je faisais pivoter ma main en gardant le petit doigt rivé au bord de la table. Je devrais pouvoir déplacer la lettre, épousseter et la replacer à l'endroit indiqué par ma main. Les doigts plaqués sur les bords, retenant mon souffle, je retirai la lettre, époussetai et la replaçai prestement. J'avais le vague sentiment qu'il me fallait faire vite. Je reculai pour vérifier, la lettre paraissait au bon endroit. Lui seul toutefois aurait pu en être sûr. Quoi qu'il en soit, s'il s'agissait de ma mise à l'épreuve, il me faudrait en passer par là. Je mesurai de la main à la distance entre la lettre et la houppette, puis après avoir posé les doigts pour en circonscrire l'emplacement,
Je retirai la houppette, époussetai et la replaçai en prenant soin de vérifier la distance entre la lettre, et elle n'avait pas changé. Je fis de même avec la coupe. C'est ainsi que je nettoyai, en donnant l'impression de ne rien déplacer. Je situai chaque objet par rapport à ceux qui l'entouraient et par rapport à l'espace entre eux. Si ceux qui étaient sur la table ne me posèrent pas de problème, avec les meubles, ce fut plus difficile. Il me fallut avoir recours à mes pieds, mes genoux, à mes épaules et à mon menton dans le cas des chaises. Je ne savais comment m'y prendre avec la pièce d'étoffe bleue, jetée en désordre sur la table. Si je la déplaçais, jamais je ne parviendrais à la lui faire reprendre ses plis précis. Je décidai de ne pas y toucher pour le moment, espérant qu'il n'y verrait rien pendant un jour ou deux, me donnant ainsi le temps d'élaborer un moyen d'en retirer la poussière. Avec le reste de la pièce, je pouvais me permettre d'être moins minutieuse. J'époussetai, balayai, lavai le sol, les murs, les fenêtres, les meubles avec la satisfaction de m'attaquer à une pièce ayant besoin d'un bon nettoyage. À l'autre bout, en face de la table et des fenêtres, une porte ouvrait sur une remise encombrée de tableaux, de toiles, de chaises, de coffres, d'assiettes, de bassins, d'un porte-manteau et d'une étagère pleine de livres. Je nettoyais là aussi, remettant un peu d'ordre là-dedans. Jusque-là, j'avais évité de nettoyer autour du chevalet, sans trop savoir pourquoi. J'éprouvais une certaine appréhension à regarder le tableau qui était dessus. À la fin, n'ayant plus rien à faire, j'époussetai le tabouret, face au chevalet, puis le chevalet lui-même, en m'efforçant de ne pas regarder le tableau. Toutefois, quand j'entrevis le satin jaune, je dus m'arrêter. J'étais encore là, à contempler le tableau, quand me parvint la voix de Maria Sims. « On ne voit pas ça tous les jours, n'est-ce pas ?» Je ne l'avais pas entendue rentrer. Elle se tenait sur le pas de la porte, légèrement voûtée, vêtue d'une jolie robe noire au col de dentelle. Je ne sus que répondre, et ne pus m'empêcher de me tourner à nouveau vers le tableau. Maria Sims se mit à rire. « Tu n'es pas le seul à oublier tes manières devant un de ces tableaux, ma fille. » Elle vint se placer à côté de moi. « Oui, il a bien réussi, celui-là. C'est l'épouse de Van Ruven. » Je reconnus le nom du mécène que mon père avait mentionné. « Disons qu'elle n'est pas belle, mais qu'il la rend belle, » ajouta-t-elle. « Ça devrait se vendre à un bon prix. » C'était le premier de ces tableaux que je voyais. Aussi resterait-il celui dont je me souviendrai le mieux. Même parmi ceux dont je suivrai les progrès, depuis la pose de la sous-couche jusqu'aux dernières touches. Une femme se tenait devant une table. Elle était tournée vers un miroir, accroché au mur, de sorte qu'on la voyait de profil. Elle portait une veste de somptueux satin jaune, bordée d'hermine et selon le goût du jour. Un nœud rouge s'épanouissait en 5 boucles sur ses cheveux. Sur la gauche, une fenêtre l'éclairait. La lumière jouait sur son visage, soulignant la courbe délicate de son front et de son nez. Elle passait son collier de perles autour de son cou. Elle nouait les mains à la hauteur du visage, en extase devant l'image que lui renvoyait le miroir. Elle ne semblait pas avoir conscience d'être observée. À l'arrière-plan, sur un mur, d'une étincelante blancheur, on apercevait une vieille carte. Et dans la pénombre du premier plan, on reconnaissait la table sur laquelle étaient posées les lettres, la houppette et les autres objets que j'avais époussetés. J'aurais voulu porter cette veste et ces perles. J'aurais voulu connaître l'homme qui l'avait ainsi représenté. Je me revis en train de me regarder dans le miroir, et j'eus honte. Maria Sims paraissait heureuse de contempler ce tableau en ma présence. Il était étrange de voir devant son propre décor. Pour les avoir époussetés, j'en connaissais chacun des objets sur la table, ainsi que leurs relations les uns par rapport aux autres. La lettre posée au bord de la table, la houppette négligemment placée à côté de la coupe en étain, l'étoffe bleue jetée en désordre près du pot en céramique sombre. Tout semblait identique, mais plus net, plus pur. Voilà qui tournait en dérision mes talents de ménagère. Je notai alors une différence. Je retins mon souffle. Que se passe-t-il, ma fille ? Dans le tableau, on ne voit pas de tête. De lion sur la chaise à côté de la femme, dis-je. Non. Et il fut un temps, tu vois, où un luth était posé sur cette chaise. Il effectue beaucoup de changements. Il ne se contente pas de peindre ce qu'il voit, mais ce qu'il conviendra le mieux. Dis-moi, ma fille, crois-tu que ce tableau est achevé ? Je la regardai étonnée,
Sa question devait être un piège, mais je pouvais m'imaginer un changement subtil de l'améliorer. « Il ne l'est pas ?» bredouillai-je. « Il y travaille depuis 3 mois, ronchonna Maria Sims. À mon avis, il en a encore pour 2 mois, tu verras. » Elle regarda autour d'elle. « Tu as fini le ménage, n'est-ce pas ?»« Très bien, ma fille, dépêche-toi, tu as encore beaucoup à faire. Il ne va pas tarder à venir. Voir comment tu t'en es tiré. » J'ai jeté un dernier coup d'œil au tableau, mais à force de l'étudier aussi intensément, je sentis que quelque chose m'échappait. Cela revenait à regarder une étoile dans le ciel nocturne. Pour peu que je la fixe du regard, j'avais peine à la voir, mais sitôt que je la regardais du coin de l'œil, elle se mettait à briller de tous ses feux. Je ramassai mon balai, mon seau et mon chiffon à poussière lorsque je sortis de la pièce. Maria Sims contemplait le tableau.